Bonjour à tout le monde. Voici une nouvelle capsule. Avant de parler du contenu enfin de cette capsule, on va juste regarder le marché. Aujourd'hui, c'est le 18 octobre, donc c'est mardi. Et regardez qu'est-ce que le marché a fait depuis la dernière fois, enfin le dernier vidéo. Donc le marché avait fait, donc jeudi dernier, il avait fait quelque chose d'extraordinaire. Il avait fait une engulfing, c'est-à-dire il ouvre, il s'en va plus bas que la veille, beaucoup plus bas. Ensuite, il remonte dans la journée, il monte, il monte, il monte. Et finalement, il termine plus haut que le plus haut qu'il avait fait la veille. Ça s'appelle l'engulfing. Et pourquoi il a fait ça, peu importe, mais c'est que quand tu es dans le marché, parce que nous, on est des vieux de la vieille dans le marché, habituellement, on voit ça comme étant un précurseur d'un changement d'humeur dans le marché. Malgré que toute la presse ou tout le monde autour vous dit qu'on s'en va vers une récession, que tout est mauvais, que la Chine ça va pas, que l'Europe ça va pire, que la guerre en Ukraine, la Russie, toutes ces affaires-là, mais le marché a l'air de dire qu'il est fatigué de tout ça. Et finalement, pire que ce qu'on a, ça ne peut pas aller. Et donc, il y a du vent pour l'optimisme. Mais pourquoi ça monte? Ça monte parce que en réalité, à part le fait que ça serait, je ne sais pas, décortiquer, trouver les raisons, il y en a plusieurs, mais essentiellement, nous sommes dans le quatrième quart de l'année, qui habituellement est le meilleur quart en termes de rendement, historiquement parlant, de la part des entreprises. Ensuite, c'est donc actuellement, comme c'est la fin du troisième trimestre à la fin du mois de septembre, actuellement, les compagnies révèlent les états financiers du trimestre précédent du troisième. Et pour le moment, ça paraît que tout va bien. Donc, ça peut être des hauts et des bas continuels qu'il va faire, selon l'humeur finalement que les gens ont en fonction de quels sont les résultats trimestriels des compagnies. Mais ça reste qu'une engulfing, en dehors de toutes les raisons qu'on peut trouver. Quand une engulfing arrive, c'est un changement d'humeur. Et habituellement, c'est précurseur d'autres remontées que le marché devrait faire. Donc, c'est ça. Donc, c'est un bon signe. Mais la capsule d'aujourd'hui, ça parle de toute autre chose. Ça parle de George Orwell. Voyez-vous, c'est marqué sur le tableau. Donc, qui est ce monsieur George Orwell? C'est un écrivain anglais qui, en 1948, a publié un livre qui s'appelait 1984. Pourquoi 1984? Parce que 84, c'est le contraire de 48. Donc, il l'a publié en 48 et donc, il l'a mis 1984. Qu'est-ce que c'était ce 1984? C'était une dystopie, c'est-à-dire une histoire de dictature, de lavage de cerveau des gens, dans lequel les gens deviennent robotisés. Et puis, il y a un chef suprême qui parle et puis tout le monde obéit. Pour vous donner une idée de c'est quoi ce 1984 comme histoire, il y a eu en 1984, la vraie année 1984, nous sommes en janvier, et Apple fait une annonce une annonce pour le Super Bowl. Vous savez qu'au Super Bowl aux États-Unis, c'est une pépinière de très beaux vidéos, de très beaux annonces et tout ça. L'annonce faite par Apple, c'était quoi? C'est qu'il mettait sur le marché en janvier le Macintosh. Donc, il l'appelait Macintosh parce que Apple, c'est une pomme, mais Macintosh, c'est une variante de pomme. Et c'était le premier comme ordinateur, disons, maison, si on peut dire comme ça. Ce qui est faux, parce qu'il disait que c'était le premier, mais moi, en 1982, j'avais déjà le IBM, et le IBM avait inventé la souris, avait inventé finalement le clavier détaché du corps central. C'était déjà existant. Le mien que j'avais acheté, imaginez au prix, 1982, de 9 000 $ de l'époque. 9 000 $, c'est ça, un écran, la grosse boîte avec 64K, c'est-à-dire aujourd'hui c'est ridicule, 64K c'est rien. Ensuite, avec le clavier et avec la souris. Mais comment dire, Apple disait que eux, c'était la grosse nouveauté dans l'histoire de l'humanité, c'est avoir ce Apple, Macintosh. J'imagine que personne qui regarde et puis tout ça se souvient de ça. Ça dépend, il faut avoir vécu vraiment 1984 pour le savoir.
Et donc, ils font cette annonce du Super Bowl et ils l'appellent 1984, parce que c'est l'année 1984. Mais qu'est-ce qu'il veut montrer? Il veut montrer, je pense, une championne olympique qui lance le marteau. Et en lançant le marteau, il le lance contre un écran. Et l'écran, c'est le dictateur qui parle et finalement tout saute. Alors tous les gens, finalement, probablement, ils se réveillent, ils étaient comme endormis et le monde change. Donc, comme pour dire, avec Apple, le monde finalement s'ouvre à quelque chose de bien et de logique. Mais pourquoi ça? C'est parce que le 1984, comme Super Bowl, représente finalement en quelque sorte la révolte ou représente finalement la fin d'une dictature, en admettant que ça finisse comme ça dans le livre. Mais l'idée vient du fait que nous avons en Chine, nous sommes rendus à la 3e élection de M. Xi, et M. Xi, quand il a commencé en 2013, la première fois, il paraissait, comment dire, porté pour des réformes positives, il voulait lutter contre la corruption et puis tout ça. Mais d'un mandat à l'autre, après le deuxième, là il est rendu au 3e et apparemment ça devient de plus en plus quelque chose d'une dictature. Pourquoi d'une dictature? C'est parce que la Chine a eu un succès immense depuis qu'il s'est ouvert à l'Occident, s'est ouvert au capitalisme, s'est ouvert finalement à tout ce qu'on fait en Occident. Et donc, ce monsieur Xi, finalement, dans son langage à lui, il voudrait remplacer finalement tout ce qui est l'Occident par tout ce qu'eux ils sont capables de faire. À présent, tout ce qu'ils ont été capables de faire jusqu'à présent, à mon avis, ça a été de copier l'Occident. De nouveautés vraiment qui s'appellent chinoises, moi, j'en vois pas. Mais quand même, ils sont vraiment très bons. Je vais vous dire, j'ai connu plusieurs Chinois, on donnait des séminaires à eux. C'est des gens vraiment super qui travaillent comme des fous et puis c'est vraiment très bien. Et ils sont humbles aussi, pas dans ceux qui dirigent, mais humbles dans le public et puis tout ça. Finalement, l'idée, c'est qu'on s'en va vers une dictature en Chine. Et l'étrange, c'est que ce monsieur, finalement, au bout de la ligne, nous, habitués en Occident à élire, eux, ils n'élisent, les Chinois n'élisent pas. Mais les Chinois, c'est 1,4 milliard. 1,4, imaginez, 1,4 milliard de citoyens, et ils ne votent pas pour le chef, et le chef est le patron absolu. Imaginez quand il a ordonné, par exemple, tous à la maison, parce qu'il y avait le coronavirus à combattre. Ou encore, je ne sais pas, d'autres, par exemple, il y avait du capitalisme, comment dire, vraiment très bien, des compagnies qui grandissaient, mais le gouvernement chinois, donc le gouvernement communiste, ou si vous voulez, M. Xi, trouvait que ça faisait compétition et concurrence à l'autorité de l'État communiste, et donc finalement, ces patrons-là, finalement, ont dû rebrousser chemin. Finalement, qu'est-ce qu'il a fait, M. Xi? Il veut imposer finalement une structure de gestion de l'État qui n'est pas démocratique, évidemment, et qui a pour but de montrer dans le monde entier que la Chine est une alternance à ce vieux monde qui est l'Occident et qui tôt ou tard va disparaître dans ses corruptions et dans ses défauts et blablabla. Et ça, c'est un vieux sujet, vous savez, c'est un vieux argument. On avait déjà le Japon, je me souviens, le Japon disait en 1988, quelque chose de comme ça, il disait que nous, on était, ils appelaient les États-Unis le vieux oncle, pour dire, ben, il est vieux, il va mourir, puis nous, on va remplacer. On sait quelle a été la suite, et ils n'ont remplacé personne, et encore aujourd'hui, ils sont presque pas sortis de leur déflation. Mais finalement, ce monsieur Xi devient le dictateur, pratiquement. Il a été capable de prendre tout le pouvoir que c'était possible, d'éliminer tous ceux qui pouvaient le combattre, et il devient finalement une sorte de symbole à vie de l'autorité chinoise. Est-ce que c'est bon? Je dois vous dire, à mon avis, tout ça, c'est inquiétant. Pourquoi c'est inquiétant? Parce que, je ne sais pas, si vous prenez par exemple un peu l'histoire de la Chine, vous savez qu'au 19e siècle, il y a eu, c'est marqué ici, voyez-vous, c'est marqué le siècle de l'humiliation. Entre 1839 et 1946, le siècle de l'humiliation, ça voulait dire que l'Occident, finalement, s'est pris des terres de la Chine et la Chine a été obligée de se plier à tous ceux qui, finalement, la combattaient et gagnaient contre. Et y compris le Japon, naturellement, qu'il avait envahi dans les années 30 et puis tout ça. Et
le tout était né avec la guerre de l'opium. Pour s'entendre, c'était quoi cette guerre de l'opium? Mis en simple, c'est que la balance commerciale entre la Grande-Bretagne et la Chine était en faveur de la Chine et c'était contre la Grande-Bretagne. Pourquoi? Parce que la Grande-Bretagne importait le thé chinois en Angleterre. Finalement, apparemment, la Grande-Bretagne a demandé à la Chine, s'il te plaît, importe quelque chose d'Angleterre, et comme ça on balance la balance des paiements. Mais apparemment, la réponse était négative, et donc la Chine a dit, OK, tu veux pas, la Grande-Bretagne a dit, OK, tu veux pas finalement concilier commercialement, on va le faire nous-mêmes. Et ils se sont mis à importer de l'opium en Chine. Donc c'est la guerre de l'opium qui s'est arrivée en 1941-42. Et la guerre de l'opium, ça voulait dire que l'Angleterre déversait l'opium, mettons à Shanghai, les gens se droguaient puis tout ça. L'impératrice, je crois, de Chine n'aimait pas ça, donc a dit à un monsieur, il dit, veux-tu résoudre le problème? Et le monsieur, pour résoudre le problème, le monsieur chinois, pour résoudre le problème, il a mis feu au bateau britannique dans le port de Shanghai, en faisant un grand nuage d'opium partout. Finalement, la conclusion, c'est que la Grande-Bretagne a déclaré guerre à la Chine. Imaginez un pays immense comme la Chine, un petit pays comme la Grande-Bretagne, mais la Grande-Bretagne gagne. Vu qu'elle gagne, ben, d'autres arrivent, les Français arrivent, les Allemands arrivent, enfin les Américains aussi, tout le monde vient. Et la Chine a été humiliée pendant, si je dis ça, humiliée par l'Occident pendant un siècle. Quand est-ce que ça s'est terminé, cette humiliation? Théoriquement, en 1946, avec la constitution de la République chinoise, enfin le pays comme il est aujourd'hui, avec son chef qui était Mao, qui était un dictateur lui aussi finalement. Donc, c'est la même période dans laquelle il y avait ceux qui perdaient en Chine contre Mao dans la guerre civile, ben, ils émigraient puis ils allaient à Taïwan. Et voilà, donc on a ça, et finalement, depuis l'époque, il y a comment dire, rien, parce que M. Mao, qu'est-ce qu'il fait, étant un communiste très convaincu, finalement, il trouvait que le communisme ne réussissait pas à l'installer vraiment en Chine. Donc, il a fait ce qu'on appelle c'est ça, le grand bond en avant. Il manque un D ici, excusez. Le grand bond. OK, le grand bond. OK, on ne le voit pas, mais c'est ici. OK, mon crayon n'est pas bon. Le grand bond en avant. Et le grand bond en avant, en réalité, c'était tout le monde devait travailler pour être tout égaux, puis faire produire le pays. Mais ça créait la famine, ils n'étaient pas bons, puis du tout. Donc, finalement, après ça, finalement, qui n'avait pas réussi bien, on lance en 1966, M. Mao, lance en 1966 la révolution culturelle. Donc, il se sert des jeunes pour combattre tout ce qui est la tentation capitaliste des Chinois. C'est-à-dire pas faire du profit, pas faire de la prévarication. Donc, pratiquement, le directeur d'une école était obligé par les gens de cette révolution, qui étaient tous des jeunes. Mao se servait des jeunes pour faire la révolution, c'est-à-dire pour introduire le vrai communisme dans un pays qui se dit communiste, mais ne l'est pas. Et par exemple, il y avait je me souviens parce que dans les journaux, je lisais ça à l'époque, et il y avait le directeur d'une école qui se sentait quelqu'un parce qu'il était directeur de l'école, mais voici que les gardes rouges, enfin tout ce qui était les jeunes de la révolution culturelle, forçaient le directeur de l'école à aller laver les toilettes de l'école pour démocratiser. Finalement, est-ce qu'il a réussi à faire ça? Non, il n'a pas réussi à rendre à tout le monde, finalement, bon communiste dans le sens de partager avec tout le monde et de ne pas prévariquer sur les autres. C'était la révolution culturelle, ça a duré 10 ans et ça a été un désastre. Ils ont eu beaucoup de projets qui voulaient réussir, faire de l'acier, faire des barrages qui n'ont pas marché. Vous verrez dans le site Internet que j'ai ajouté, enfin que Gary va vous montrer peut-être, ce site Internet-là, c'est juste Wikipédia en français, c'est un très bel article et il vous montre c'était quoi la révolution culturelle. Il y avait la famine et il y a eu des cas même de cannibalisme, imaginez. Finalement, on arrive en 1976, Mao meurt. Finalement, ceux qui arrivent au pouvoir, c'était des gens qui avaient été chassés avant. Et finalement, parmi ceux-là, il y a un certain monsieur qui s'appelle Xiaoping.
Et M. Xi Jinping devient finalement le grand patron de la Chine en 1978. Et c'est le monsieur qui fait l'ouverture finalement de la Chine au capitalisme. Et je crois qu'une phrase fameuse qu'il avait dit, il dit « ce n'est pas un péché de devenir riche ». Et c'est là, ça a commencé. Moi, je suivais des cours, je me souviens, à l'Université de Montréal à l'époque, et il y avait tout un grand enthousiasme pour cette ouverture de la Chine, finalement, qu'on pensait qu'elle pouvait devenir démocratique, et puis tout ça, en adoptant les systèmes occidentaux, et puis tout ça. Finalement, quand on arrive, vous connaissez la suite, c'est-à-dire grâce au capitalisme ou à l'introduction finalement de la capacité d'entrepreneurship des Chinois qui est vraiment très grand, ils ont fait vraiment un boom économique étant énorme. En faisant ce boom économique énorme, naturellement en prenant pirater à droite et à gauche tous les droits de finalement les copyrights et puis tout ça, mais quand même ils ont fait une chose extraordinaire. Ça montrait que le Chinois finalement était vraiment vrai entrepreneur. Mais naturellement avec le temps, ça crée cette capacité d'entrepreneurship, ça crée un problème de compétition à l'État communiste chinois. Et la Chine, pour éviter, enfin le communiste chinois, le patron de la Chine, pour éviter finalement que ce capitalisme dégénère en une compétition pour le pouvoir, et finalement ça générerait peut-être la démocratie, et finalement il se met à lutter contre ça. Donc si vous lisez par exemple les articles comme Wikipédia et tout ça, vous trouverez que finalement, ce que M. Xi a fait et ce qu'il promet de faire. Parce qu'il s'est promis de dire, il a dit qu'en 2035, il aura doublé la capacité économique de la Chine. Donc, des énormes ambitions. En même temps, il met des freins au développement économique dans le sens qu'il ne veut pas qu'il y ait mettons, un entrepreneur qui a beaucoup de succès, qui est vraiment gigantesque et qui fait un paquet de milliards, et puis tout ça. Il ne veut pas que cette personne-là soit tellement importante que ça devienne une vedette, et ça fait concurrence finalement au Parti communiste. La conclusion dans tout ça, c'est que finalement, M. Xi, dans ses discours, vu qu'il était élu, je crois à présent pour le troisième mandat, finalement il devient comme Mao, une sorte de culte de la personnalité, et finalement, lui, il veut remplacer naturellement tout ce qui est l'Occident par une culture qui est la leur. Une culture, pas seulement leur culture, mais leur façon de faire, c'est-à-dire la dictature. Est-ce que ça annonce mauvais? Oui, ça annonce mauvais, je crois. J'ai une expérience longue. Moi, je suis un enfant de la Deuxième Guerre mondiale. Quand je suis né, c'était une année avant que la Deuxième Guerre mondiale arrive. Et toute mon enfance, je n'ai vu que des choses vraiment mauvaises, vraiment ce que c'était la guerre. Et je crois que oui, là, c'est vraiment sérieux. Et sérieux, ils sont dangereux. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas les Chinois qui sont dangereux, c'est la structure qu'ils ont d'État qui est dangereuse. N'oubliez pas aussi ce que M. Lord Acton, qui est marqué là, avait dit quelque chose comme en 1875. Il avait dit « le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument ». Et ça, c'est vrai. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va avec la Chine, vraiment. Naturellement, selon moi, ils sont très bons à produire, très bons à faire, mais ça prend un leadership qui ne soit pas de la catégorie de Mao et des communistes, mais que ce soit quelque chose de plus moderne et de plus... Et aussi, il y a cette attitude revanchiste qui veulent qu'il y avait un siècle d'humiliation, donc le Chinois qui était humilié aujourd'hui doit montrer, il devient prédateur ou il devient arrogant parce qu'il faut faire payer à l'Occident l'humiliation d'un siècle et puis tout ça. Une fois dit tout ça, tout ça, ça nous dit que le marché à nous, pas de problème, je crois qu'on l'a vu graphiquement parlant, ça peut être intéressant, penser qu'on s'en va vers une hausse bientôt. Mais à part lui, à part ça, le reste dans le monde, surtout l'histoire de la Chine, n'oubliez jamais, il y a un monsieur non élu qui est patron de la vie et de la mort de 1,4 milliard de personnes. C'est énorme. Et qui jure en quelque sorte qu'il va battre l'Occident et qu'il va prendre Taïwan et qu'il va faire tout ce qu'il veut là. Et donc ça, c'est à mon avis, par mon expérience de vie personnelle, c'est sérieux. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui.